Sciences de la vie et de la Terre, fichier C4070. Des modifications de phénotype existent chez le chat, chez les levures aussi, une autre espèce. Ces nouveaux phénotypes apparaissent brusquement, comme ça, et peuvent même se transmettre à la descendance. Définition. Le phénotype d'un individu représente l'ensemble des caractères visibles aux trois échelles macroscopiques, cellulaires, moléculaires. Précision. Un nouveau caractère ajoute donc une particularité au phénotype d'origine et par commodité de langage, nous dirons que ce nouveau caractère est un nouveau phénotype. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment expliquer l'apparition de nouveaux caractères, donc de nouveaux phénotypes, dans une population? Une consigne est proposée. Après avoir repéré dans les documents 1 et 2 les modifications de caractère, donc de phénotype chez le chat, il s'agira de comparer dans le document numéro 2, dans un tableau, le phénotype des levures des deux boîtes. Il sera alors temps de formuler une hypothèse, toujours en utilisant les documents 1 et 2, pour expliquer les modifications des phénotypes dans les deux espèces, avant d'expliquer, à l'aide des documents 3 et 4 cette fois-ci, comment ces nouveaux phénotypes apparaissent. Enfin, il s'agira d'indiquer, en utilisant le document numéro 5, quelles mutations peuvent se transmettre au cours des générations. La compétence travaillée, pratiquer des démarches scientifiques, et plus spécialement ici, communiquer sur ces démarches, ses résultats, ses choix, en argumentant. Passons maintenant à l'étude des documents. Dans le document numéro 1, nous voyons un chat. Nous voyons ses pattes. Le chat est noir. Il a 5 doigts par patte. Sur l'image d'à côté, nous voyons un autre chat blanc et gris. Nous voyons ses pattes. Il est polydactyle. Quelle est l'organisation en fait de la patte antérieure d'un chat? Un chat possède normalement 5 doigts à ses pattes antérieures. Mais seuls 4 doigts reposent sur le sol. Les chats polydactyles possèdent, depuis la naissance, un ou plusieurs doigts supplémentaires à leurs pattes. Généralement, il s'agit des pattes antérieures. Ces chats, toutefois, se déplacent normalement. Des cas de polydactylie sont aussi observés dans d'autres espèces, telles que chez l'être humain ou chez la poule. Dans le document numéro 2, on nous présente des levures en culture au bout d'une semaine. Alors, on rappelle que les levures sont des champignons microscopiques et que la culture consiste à mettre des levures un certain temps et une certaine température afin que, à partir d'une seule levure, une colonie puisse se développer en surface d'une boîte de pétri, par exemple, dans laquelle on a mis une gélose enrichie en substances nutritives. Alors, on prend 2 boîtes, on fait un ensemencement de levure et
l'une des boîtes ne sera pas exposée aux rayons ultraviolets, tandis que l'autre boîte sera exposée aux rayons ultraviolets. Alors, dans l'expérience, en fait, on espère qu'il y aura une modification du phénotype. Cela est possible avec des levures que l'on appelle AD2, qui sont des êtres vivants unicellulaires. Une levure est un champignon microscopique qui ne possède qu'une cellule. On ne peut donc pas la voir à l'œil nu, en raison de sa taille qui est bien trop petite. Il faut un microscope optique pour pouvoir l'observer. Mais cette cellule, donc cette levure, qui va se développer, enfin qui va se diviser, puis en donner d'autres, en fait, finit au bout d'un certain temps par former une petite colonie que l'on peut observer à l'œil nu. Chaque colonie est issue de très nombreuses mitoses à partir d'un seul individu. Donc nous rappelons qu'une mitose est une division cellulaire au cours de laquelle les chromosomes sont transmis à la descendance à l'identique. C'est-à-dire que si par exemple, si on prenait le cas de l'espèce humaine, l'homme possède par cellule 23 paires de chromosomes, eh bien, lorsque cette cellule se divise, les deux cellules filles posséderaient également 23 paires de chromosomes. Alors, donc un cours sur les mitoses est proposé dans une autre vidéo, s'y référer au besoin. Donc ces colonies de levures possèdent un phénotype bien visible, et bien ce phénotype montre que cette colonie, elle est rouge. Donc le phénotype de la colonie est rouge. Alors, concernant le protocole, pour obtenir ces colonies, eh bien, on prend simplement des levures que l'on appelle AD2, ADE2, dans 2 boîtes de pétri remplies d'un milieu de culture, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire un milieu gélosé contenant des substances nutritives. Puis on dispose les boîtes sous une lampe UV pendant 10 secondes. Alors, bien sûr, concernant la boîte exposée aux UV, parce qu'il nous faut une boîte de référence au niveau de laquelle on ne mettra pas on ne va pas exposer les levures aux rayons ultraviolets. Donc, on met pendant 10 secondes une des 2 boîtes de pétri sous une lampe à UV. Alors, cela permet de provoquer, nous l'espérons en tout cas, des mutations chez les levures. Nous voyons d'ailleurs dans la deuxième boîte une mutation. Nous en parlerons après. Puis on place les levures dans un incubateur à 30 degrés pendant 1 semaine. Et donc les levures vont former des colonies. Donc chaque levure, en fait, va subir des mitoses pour donner un ensemble de levures, et l'ensemble formera une colonie. Voilà. Donc le dispositif, il suffit d'avoir une enceinte isolante, une lampe à UV, une boîte de pétri avec des levures à l'intérieur. Donc on observe que dans la boîte de pétri qui a été soumise à des rayons UV ultraviolets pendant 10 secondes, on observe alors beaucoup de colonies rouges et une colonie blanche. Une colonie blanche. D'autre part, alors on n'a pas les échelles, mais on a l'impression que les colonies de la boîte qui n'a pas été exposée sont de taille plus importante. Bon, c'est peut-être une impression, ça dépend, en fait. Donc je me mets à la place de l'élève qui observe et qui peut se poser la question. Donc de ce fait-là, on a l'impression que les colonies au niveau de la boîte qui a été exposée aux UV sont plus petites. Bon, peut-être n'est-ce qu'une impression. Alors donc on s'aperçoit qu'un nouveau caractère est apparu, puisqu'une colonie présente une couleur blanche, on dit que le phénotype est devenu blanc. Alors que les colonies normales
alors on va dire sauvages, c'est-à-dire dont les levures sont le plus représentées dans la nature, en fait, les colonies issues d'une levure sauvage sont rouges, et une colonie issue d'une levure mutante, parce qu'on va parler de levure mutante, en fait, elle a muté. Alors quelque chose dans son ADN s'est transformé et a fait que l'expression d'un gène qui était responsable de la couleur rouge, eh bien, ne fonctionne plus, de telle sorte que la couleur de la colonie est blanche, sans doute parce que la levure elle-même est blanche et ne sécrète pas, et ne produit pas en tout cas de pigments rouges. Donc nous avons vu dans le document numéro 1 un chat, donc le chat qui avait subi une mutation. Alors c'est pas le chat qui subit une mutation, attention, c'est un défaut de langage, mais il y avait dans la cellule œuf une anomalie dont l'origine ne peut pas être discutée ici, on ne connaît pas son origine, mais il y a eu, alors soit au niveau d'un des deux gamètes au départ, donc spermatozoïde ou ovule, en tout cas une transmission d'une anomalie à la descendance. Bon, donc de ce fait-là, un chat était polydactyle. Concernant les levures, donc le phénotype du chat, bien sûr, on parle de phénotype à 5 doigts, ou de phénotype à un nombre anormal de doigts. Alors on rappelle que le phénotype d'un individu représente l'ensemble des caractères visibles à 3 échelles, macroscopiques, cellulaires et moléculaires. Donc là, ce que l'on observe concernant le chat, c'est à l'échelle macroscopique. Ce que l'on observe au niveau de la levure, c'est à l'échelle cellulaire. Dans un premier temps, quand on parle du champignon microscopique, mais quand on regarde la colonie, on se situe bien au niveau macroscopique. Mais on imagine bien que l'origine, donc la cause en fait de cette couleur anormale par rapport à la couleur sauvage qui est rouge, la couleur blanche, cette couleur blanche est anormale. Donc on imagine bien que c'est dû à une molécule qui a été modifiée et qui fait qu'on n'a pas la couleur blanche. Alors, ensuite, dans le document numéro 3, on nous précise qu'une modification du génotype est à l'origine de la polydactylie chez le chat. Une modification du génotype. Alors, le génotype, c'est l'ensemble des gènes qui vont s'exprimer à un moment ou à un autre dans l'organisme, ou des fois qui ne s'expriment pas, mais qui ne s'expriment jamais. Mais en tout cas, le génotype, c'est l'ensemble des gènes. Or, on avait vu dans un autre cours qu'un gène s'exprime pour donner un caractère. Donc le caractère étant, entre guillemets, le produit final de l'expression d'un gène, sachant que un gène, lorsqu'il s'exprime toujours en donnant d'abord un phénotype moléculaire qui sera une protéine, en fait. Le rôle de la protéine ensuite, la protéine ensuite aura un rôle dans l'élaboration, entre guillemets, d'un certain caractère. Autrement dit, on peut considérer que le génotype est à l'origine du phénotype. Alors, un gène s'exprime pour donner un phénotype moléculaire. Ce phénotype moléculaire sera une molécule protéique. Protéine, c'est un ensemble, c'est une molécule qui contient des acides aminés, mais bon, peut-être un petit peu trop tôt pour en parler. Nous en reparlerons en cycle terminal, notamment au niveau de la classe de première scientifique. Alors, on nous représente ici, par exemple, un schéma, un petit schéma fonctionnel. On nous montre un génotype représenté par un gène, et ce gène possède un allèle. L'allèle est responsable d'un certain phénotype, ce phénotype correspondant à 5 doigts à la patte du chat. Mais cet allèle peut très bien avoir subi ce que l'on appelle une mutation, c'est-à-dire une modification au niveau de la molécule d'ADN qui constitue le chromosome.
Cette mutation est à l'origine d'un allèle qui sera modifié, et cette modification n'empêchera pas l'allèle quand même de s'exprimer pour donner des pattes, mais au lieu qu'il y ait 5 doigts, il y aura 6 doigts à la patte du chat. Donc le phénotype sera phénotype 6 doigts. Donc le génotype, l'allèle normal, on va dire sauvage, c'est-à-dire le plus représenté, et l'allèle modifié représente des gènes qui s'expriment pour donner un phénotype, je le rappelle, soit à 5 doigts pour le chat sauvage, qui est le plus représenté dans la nature, et 6 doigts pour le chat dont l'allèle aura été modifié. Donc parfois l'ADN d'un gène peut subir une petite modification, c'est ce que l'on appelle une mutation. Donc là en l'occurrence au niveau de l'allèle qui est responsable de la fabrication des doigts. Cette mutation peut entraîner une modification du phénotype de l'individu. Ainsi, chez les chats polydactyles, l'allèle du gène contrôlant l'organisation de la patte a subi une mutation qui a entraîné une modification du nombre de doigts, comme on l'a dit, 6 doigts au lieu de 5. Alors les mutations, ce sont des phénomènes qui sont naturels, qui sont très rares et qui surviennent spontanément, au hasard des facteurs qui peuvent modifier l'ADN. Par exemple, les rayons ultraviolets, on l'a vu dans les levures. Alors, on a mis sous UV. Bon, est-ce que ça prouve vraiment que c'est le rayon UV qui est responsable de la colonie blanche? Rien ne le prouve, mais en tout cas, on peut le suggérer fortement. Donc, ce sont des facteurs qui modifient, sans doute, la structure de l'ADN. Alors, si par exemple, on modifie la structure de l'allèle qui donne les 5 doigts, eh bien sûr, on obtient ce que l'on appelle une mutation. Alors, cette mutation, là, n'est pas silencieuse, elle s'exprime bien, puisque le chat a quand même des doigts, il a 6 doigts. Donc on aurait très bien pu imaginer que si l'allèle ne fonctionnait plus, le chat n'aurait pas de doigts du tout. Alors, dans le document numéro 4, cas particulier, nous voyons des pommes. Une pomme est rouge, et une autre pomme contient la moitié rouge, la moitié jaune. Alors c'est un mystère. On nous dit que la pomme rouge est une pomme non mutée, et la pomme de 2 couleurs est une pomme mutée. Alors on dit par défaut de langage la pomme est mutée, mais ce n'est pas la pomme qui est mutée, c'est bien sûr un gène, donc un allèle plus précisément, qui aura subi une mutation. Un défaut de langage, on peut l'accepter. Donc il s'agit de pommes que l'on appelle Pink Lady, qui sont mutées, non mutées. Lors des premières étapes de la formation de la pomme, l'ADN d'une cellule a subi une mutation qui a modifié son phénotype initial et lui a donné sa couleur dorée. Cette cellule s'est multipliée et a transmis son génotype aux cellules issues de sa multiplication, qui sont donc de couleur dorée. Bon, un mystère de la nature. Et dans le document numéro 5, en fait, on nous montre, parce qu'on se posait la question, mais si un individu subit une mutation, par exemple, quelqu'un s'expose au soleil, la peau est bombardée par des rayons ultraviolets, quelque part sur la peau, par exemple au niveau des kératinocytes, qui sont des cellules qui sont situées peu loin de la surface, on peut très bien avoir un gène, donc de l'ADN, qui soit bombardé, qui soit modifié. Et on peut très bien imaginer que cette cellule se transforme en une cellule cancéreuse, par exemple. D'où le cancer de la peau que certaines personnes peuvent attraper. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce cancer peut être transmis alors qu'il n'a concerné qu'une cellule de la peau de la personne qui était au soleil? Alors on imagine que non. Il n'y aura pas de transmission de cette mutation, puisque la mutation n'affecte que l'individu lui-même. Donc c'est l'environnement, en fait, qui a été la cause de cette mutation. Donc on imagine que non. Imaginons maintenant toujours cette même personne, un rayon ultraviolet vient
au niveau d'un spermatozoïde, par exemple, qui contient donc dans l'espèce humaine 23 chromosomes, on imagine qu'un rayon UV vient abîmer un chromosome dans un spermatozoïde, donc vient abîmer l'ADN. Alors, si cet ADN, si ce gène, en fait, cet allèle, avait une fonction précise, on peut très bien, au niveau de la descendance, si ce spermatozoïde féconde un ovule, eh bien, la résultante pourrait très bien faire que l'enfant aura une anomalie. Bon. Donc, à ce moment-là, on peut dire que l'anomalie sera transmise à la descendance. Si, autre cas, si une personne possède une anomalie, donc imaginons la mucoviscidose, donc c'est une anomalie génétique, bon, il faut l'admettre, eh bien cette anomalie peut se transmettre à la descendance parce que cette anomalie est possédée dans toutes les cellules de la personne qui est atteinte de la mucoviscidose. Bon. Maintenant, on prend un individu. Mutation d'un gène dans une cellule d'un organe non reproducteur, eh bien, la mutation n'est pas transmise à la descendance de l'individu, ce qui est logique. Mais si la mutation d'un gène se produit dans un gamète, alors soit ovule, soit spermatozoïde, alors la mutation sera transmise à la descendance. Alors ça ne veut pas dire que la personne aura des problèmes, ça dépend de la nature de la mutation, en fait. Donc, nous avons étudié les documents, nous pouvons maintenant passer à la correction écrite. Alors, dans les documents 1 et 2, il fallait repérer les modifications de caractère, donc de phénotype chez le chat. Alors, entre les deux chats, on peut observer des modifications de phénotype. Alors, la couleur des poils, la présence d'un doigt supplémentaire aux pattes avant, au niveau du chat polydactyle. Alors, la couleur du poil, c'est bien sûr le phénotype, fait partie également du phénotype chez le chat. Le nombre de pattes, le nombre de doigts, etc. Donc l'allure du chat, puis des organes à l'intérieur, etc. Bon. Le phénotype est observé à différentes échelles. On ne va pas trop s'attarder ici, sachant que ce phénotype sera largement réexpliqué au cours du cycle terminal. Là, nous restons au niveau de la 3e, ou du cycle 4 du moins. Parce que ce cours peut très bien être enseigné en 5e ou en 4e. Bon, il faut une logique afin que les élèves puissent comprendre. Déjà, le terme de phénotype en soi n'est déjà pas facile à comprendre, donc il paraît logique de l'expliquer peut-être plus en 3e qu'en 4e ou en 5e. Parce qu'il faut d'abord comprendre d'autres notions au niveau des gènes. Gènes, allèles, etc. Mitose, méiose, bon. Alors, dans le document numéro 2, il fallait comparer dans un tableau le phénotype des levures de 2 boîtes. Alors, on peut faire un tableau de comparaison des levures. Alors, dans ce tableau, on met le temps d'exposition aux UV, donc 0 secondes pour la boîte de pétri dans laquelle on a mis des levures dont les colonies doivent être rouges, mais on n'a pas mis d'UV, enfin on n'a pas bombardé avec des UV. Alors, est-ce que les colonies sont rouges? Oui. Est-ce qu'il y a des colonies blanches? Non. Dans l'autre boîte, où la boîte de pétri a été bombardée pendant 10 secondes aux UV, il y a des colonies rouges qui sont très majoritaires, et il y a une colonie blanche. Alors, ensuite, il fallait formuler l'hypothèse pour expliquer les modifications des phénotypes dans les deux espèces, donc que ce soit chez le chat polydactyle ou au niveau de la colonie blanche. Eh bien, la modification de phénotype est due à une modification des gènes. C'est une hypothèse plausible évidemment. Les gènes, c'est quoi? C'est de l'ADN, donc modification de l'ADN, l'expression de cet ADN correspondant à la fonction du gène n'est plus responsable des conditions normales, tout du moins concernant les individus sauvages, enfin que l'on appelle sauvages, c'est-à-dire le plus représentés dans la nature. Ensuite, concernant les documents 3 et 4, il fallait expliquer comment les nouveaux phénotypes apparaissent.
Eh bien, les phénotypes sont commandés par le génotype, c'est-à-dire par les allèles, sachant qu'un gène peut posséder plusieurs allèles. Il apparaît donc une nouveauté, un nouveau phénotype apparaît, suite à une mutation, c'est-à-dire à une modification de cet ADN au sein du gène, donc au sein d'un chromosome particulier. Donc cela conduit à créer non pas un nouveau gène, mais un nouvel allèle du gène, et donc à modifier le caractère correspondant, c'est-à-dire à modifier le phénotype. Et on peut très bien imaginer, par exemple, imaginons que les colonies rouges disparaissent, on ne conserve que la blanche. Si on repique dans un milieu de culture que des blanches, on n'obtiendra que des blanches. Et imaginons qu'il y ait une éradication des colonies rouges, alors les colonies blanches deviendront un phénotype sauvage, c'est-à-dire le plus représenté dans la nature. Et puis une nouvelle mutation peut très bien faire revenir la couleur rouge au niveau d'un champignon microscopique, donc constitué ces levures unicellulaires. Alors, pareil chez le chat, on peut très bien imaginer une population de chats qui possèdent tous 6 doigts, puis qu'une mutation fasse que on se retrouve avec un chat ne possédant que 5 doigts. Donc là, on inverserait la tendance. Les 6 doigts deviendraient un caractère sauvage, donc le plus représenté dans la nature, tandis que les 5 doigts ne représenteraient qu'une anomalie qui correspondrait à une mutation. Encore une fois, on pourrait inverser les rôles. Alors, dans le document numéro 5, il fallait indiquer quelles mutations peuvent se transmettre au cours des générations. Alors, certaines mutations ont lieu dans les gamètes. Alors, bien sûr, à ce moment-là, cette mutation peut se transmettre à la descendance. Donc, le nouvel allèle formé, entre guillemets, eh bien, est transmis à la descendance et pourra même maintenant être représenté à la condition que cette descendance ait elle-même une nouvelle descendance. Et à la condition que cet allèle s'exprime, ou non d'ailleurs. Parce qu'un allèle peut très bien être silencieux, on peut très bien avoir un porteur d'allèle sans que cet allèle ne s'exprime. Mais il peut s'exprimer à un moment ou à un autre, par exemple à l'état de double récessivité. Bon. Donc si on fait le bilan, donc le bilan des connaissances, donc nous avons compris les termes de phénotype, génotype et mutation. Définition à connaître, le phénotype d'un individu, c'est bien l'ensemble des caractères visibles aux 3 échelles, macroscopique, cellulaire et moléculaire. Alors, précision, un nouveau caractère ajoute donc une particularité au phénotype d'origine, et par commodité de langage, nous dirons que ce nouveau caractère est un nouveau phénotype. Voilà. Par exemple, les colonies rouges, phénotype colonie rouge, colonie blanche, phénotype colonie blanche. Pattes à 5 doigts, phénotype pattes à 5 doigts. Pattes à 6 doigts, phénotype pattes à 6 doigts ou phénotype polydactyle. Alors, les phénotypes sont commandés par le génotype, c'est-à-dire par les allèles de l'individu, des allèles qui s'expriment évidemment. À partir du moment où on a un phénotype visible, c'est que les allèles se sont exprimés. Alors, on sait bien, on se doute bien qu'il doit y avoir des allèles silencieux, ne serait-ce que tous les allèles qui sont récessifs par rapport aux allèles dominants. Donc, si on prend par exemple le groupe sanguin, on prend un allèle A, un allèle O, l'allèle O est récessif, l'allèle A est dominant, donc l'allèle O ne peut s'exprimer que si la personne, sur sa paire de chromosomes numéro 9, possède O et O. À ce moment-là, on a bien l'expression de l'allèle O, dans le sens où l'allèle A ne s'exprime pas. Et donc ne sera pas représenté par une molécule au niveau de la surface des globules rouges. Donc un nouveau phénotype peut apparaître suite à une mutation, c'est-à-dire une modification de l'ADN constitutif des allèles. Cela conduit à créer un nouvel allèle du gène et donc à modifier le caractère correspondant, c'est-à-dire, et nous l'avons dit, modifier le phénotype. Cette mutation, certaines mutations ont lieu dans les gamètes, nous l'avons dit aussi. Ceux-ci posséderont donc un nouvel allèle, nous l'avons dit,
et la mutation se transmettra alors à la génération suivante, qu'elle s'exprime ou non d'ailleurs. Les mutations qui ont lieu ailleurs que dans les gamètes ne sont pas transmissibles à la descendance. Le cours est terminé. Merci.